À l'époque, je m'étais toujours dit, si un jour je me retrouve handicapé, je me tire une balle. Bon, aujourd'hui, je peux plus appuyer sur la gâchette, tu vois, parce que je peux plus me servir des doigts, tu vois. Il est pompier, sportif et tétraplégique. Aujourd'hui, on vous propose d'écouter le témoignage de Romain, alias Roro le Costaud. Ma rééducation, c'est un truc de fou parce que c'est un des pires moments de ma vie, mais ça reste un des plus beaux moments de ma vie également. On a parlé de son accident en 2012 et de sa rééducation. J'ai vraiment vécu un gros échec. Pour moi, dans ma rééducation, c'est que je m'étais dit, quand ma fille allait naître, je serais rentré chez moi et j'ai pas réussi. De son rapport au sport. La prof de sport, en fait, a tout de suite compris que j'étais quelqu'un qu'en avait besoin et qu'en avait besoin peut-être encore plus que les autres. Et aussi de son rapport aux Jeux paralympiques. À l'époque, j'adorais la compétition, hein. Et je me dis, c'est quoi la plus belle compète pour un sportif? C'est les Jeux olympiques et paralympiques. Et un jour, je vais être à leur place. Si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. On sort des entretiens comme ça tous les samedis. Bon visionnage. Bonjour à tous, bienvenue dans le stream de Libération. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. C'est un stream hyper stylé, très particulier parce qu'on va recueillir le témoignage de quelqu'un d'incroyable. Il est pompier, sportif, influenceur et tétraplégique. Aujourd'hui, on reçoit Roro le Costaud. Salut Corentin, ça va? Salut Romain, ça va et toi? Ouais, nickel, trop Ça me content fait d'être là. Trop plaisir de te recevoir. Alors vous imaginez bien, là ce soir on a la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques. Ouais. Donc c'est à cette occasion qu'on te reçoit. Notamment tu as plein de choses hyper intéressantes à raconter sur ton rapport au sport et sur les Jeux paralympiques, notamment parce que toi tu voulais y participer, je crois. Ben c'est ça, ouais, il y a quelques années en arrière, quand j'étais dans mon lit d'hôpital en fait, mon lit d'hôpital, alors pour être plus précis, dans mon lit de rééducation, et que j'avais commencé un petit peu à appréhender mon nouveau handicap, juste après mon accident. Ouais. J'ai vu les Jeux de Londres. J'ai eu la chance de voir les Jeux de Londres, qui étaient ceux qui, à l'époque, étaient les Jeux les plus diffusés de l'histoire, avec une médiatisation incroyable autour. Et j'ai pu justement voir tout ce qui était possible et inimaginable. Et à ce moment-là, je me suis dit, je veux être à leur place. Ce que je te propose, c'est que pour commencer, on va repartir un peu du début. Donc toi, tu as eu un accident de ski en 2012. Ouais, c'est ça. Romain, avant 2012, ouais. Qui étais-tu? Eh ben, avant 2012, j'étais un jeune homme, sapeur-pompier. Voilà, c'était mon métier. Et en fait, en gros, ma vie tournait un petit peu autour de ce métier parce que je suis tombé dans la marmite des pompiers, j'avais 12 ans. Alors, pour le coup, personne dans ma famille, hein. Personne n'était pompier, pas de famille, pas d'amis là-dedans, rien. Je suis vraiment tombé là-dedans parce que depuis tout petit, j'avais quand même un petit peu ce côté fibre, j'ai envie d'aider les autres. Mais pas plus que ça. Et je me suis dit surtout, il y a ce côté-là. Et puis il y a le côté, chez les pompiers, on fait beaucoup de sport. Pour moi, c'était l'image que j'avais. Les pompiers, c'est sportif. Et le sport, ça avait déjà une place importante dans ta vie? Ah ouais, incroyable. Déjà à l'époque, c'était une drogue. J'étais en sport-études hockey sur glace. Quand j'ai commencé les pompiers, du coup, tu vois, forcément, on fait beaucoup de sport. Et j'ai pas voulu quitter le hockey sur glace dès le départ. J'ai voulu vraiment aller au bout du bout. Bon, après, il y a un moment où il a fallu faire un choix, hein, parce que... En plus, le hockey sur glace en France, moi, j'ai pas eu l'habitude de faire ça. C'est ça, ouais. C'est pas un sport trop développé. Bon, on a des très très bonnes équipes en France, malgré tout. Mais c'est vrai que c'est sûr qu'on n'en parle pas autant que le football. Mais voilà, le hockey sur glace, ça existe en France, ouais. On a plutôt des très très bons éléments. Mais c'est sûr qu'après il a fallu faire un choix et le choix s'est orienté vers les pompiers et voilà, je suis d'Indre-et-Loire, moi je suis de Tours. J'ai eu la chance, à 18 ans je suis rentré pompier, voilà, pompier professionnel. Je réalisais mon rêve à 18 ans pile poil. C'est tôt. Ouais, c'est tôt, mais en fait moi je me voyais rien faire d'autre, donc j'étais étudiant, hein, quand j'ai eu mon concours, mais j'ai vite arrêté les études parce que je savais que je voulais faire ça et rien d'autre. Donc voilà, pompier, 18 ans. Et puis après, ça s'enchaîne. Je refais 3 ans, toujours à Tours. Et puis après, je me dis, tiens, j'ai des envies d'ailleurs. J'ai envie de découvrir ailleurs. Et puis du coup, je suis parti en Haute-Savoie. Et c'est là où 3 ans plus tard, en fait, j'ai mon accident. Voilà. Donc, 3 ans plus tard, donc tu avais 21 ans. Non, j'avais... Alors en gros, on était à 6 ans. En gros, si tu veux, je rentre pompier. Alors non, c'est une bêtise. En plus, je suis pas resté que 3 ans en Indre-et-Loire. Je suis resté beaucoup plus longtemps. C'est que j'ai fait 3 ans dans une caserne et 2 ans et demi dans une autre, voilà. Mais non, j'avais 26 ans. Les calculs étaient bons sinon. Mais j'avais 26 ans quand j'ai eu mon accident. Et donc du coup, raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé concrètement donc en 2012 en Haute-Savoie? Donc on est le 13 janvier, un vendredi 13. Hein. Alors tu vois, ça porte malheur, il paraît. Hein. Bon, moi j'y crois pas, c'est pas grave.
Non, donc 13 janvier 2012, je suis sur les pistes de ski, donc au G, en Haute-Savoie. Et je suis avec deux potes à moi. Donc un qui nous attend, qui nous rejoint après, et puis un autre avec qui on était parti. Et on est sur les pistes. Et puis ce jour-là, je vois pas quelqu'un qui s'insère sur la piste. On se rentre dedans. Moi, ça m'envoie en avant et je retombe sur la tête en fait. Et en fait, quand je retombe sur la tête, ça fait une fracture au niveau des cervicales avec une atteinte de la moelle épinière. Bilan, tétraplégie, C6, C7, puisque c'est le niveau de la lésion en fait de la moelle épinière. Et donc du coup, tu vas à l'hôpital tout de suite? C'est ça, donc j'ai été transporté en hélicoptère. Alors pas de bol ce jour-là, moi je fais les choses bien. Là où on était, où on skiait, il faisait très beau. Sauf que là où je dois être évacué, il fait un temps pourri. Donc hélicoptère civil, l'hélico civil ne veut pas se déplacer. Donc ce qui se passe, c'est que je suis héliporté donc du lieu de l'accident jusqu'à un premier hôpital où on me fait un premier bilan. Et ensuite, en fait, je suis transporté par la route parce que je te dis, conditions météo pourries, donc impossible d'être transporté par les airs. Comment ça se passe les premiers jours à l'hôpital? Alors, les premiers jours à l'hôpital, donc je suis en réanimation. Donc, au tout début, c'est les souvenirs flous. Hein, je vais être honnête, la première semaine, c'est très, très flou. Parce que... T'as perdu connaissance ou pas? Alors, j'ai pas perdu connaissance, mais j'ai un blackout de l'accident. Je me souviens de rien. Ils m'ont endormi. Ce sont eux qui m'ont endormi. Mais je pense qu'à ce moment-là, tu vois, le cerveau se met en off. Le cerveau, il y a tellement de douleurs et il se passe tellement de choses qu'il doit dire, alors je le déconnecte. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Et non, donc du coup, on est en réanimation. T'es dans une salle, t'ouvres les yeux. Tu sais pas trop où tu es, t'entends des bruits partout parce que c'est très très bruyant, parce que t'as les bruits des appareils, t'as beaucoup de patients à côté de toi, tu le sais pas au départ, mais on est plusieurs, on est 6 au moins dans la salle, et voilà, et après moi il y a des bruits que je connais avec mon métier, donc j'entends des gens qui meurent à côté, t'entends des tracés plats, t'entends des massages cardiaques, et t'es là, tu te dis, waouh, là il se passe quelque chose de grave, quoi. Et puis mine de rien, à ce moment-là, c'est assez rapide, hein, j'ai la famille qui rentre dans la pièce. Et c'est vrai que je me dis, mince, c'est bizarre, j'arrive pas à bouger mes bras en fait. Et puis à ce moment-là, je me dis, mince, mais je sens pas mon corps. C'est bizarre. La sensation que j'ai là, c'est que je sens rien en fait. Et je dis, mince, qu'est-ce qui se passe? Et après, je sais pas dire tout de suite ce qui se passe. Je sens qu'il y a un truc qui va pas, que c'est très grave parce que je vois la tête des gens. Donc je sais que je me dis, ah là, ils me regardent pas comme si tout était bien, hein, tu vois. Donc je me dis, ouais, il y a quelque chose de grave. Et quand est-ce qu'on te fait le diagnostic? Et comment ça se passe? En fait, si tu veux, quand je me réveille, le diagnostic, il est déjà fait. En gros, les médecins, ils sont déjà passés par là, ils savent ce qui s'est passé. Et on me dit, j'ai un médecin qui vient et qui, très, très justement, je pense, je parlerai pas d'empathie extraordinaire à ce moment-là, mais je pense avec les mots justes, sans vouloir trop en faire, sans dramatiser le truc non plus. Mais il m'explique que au moment où on se parle, je peux plus bouger les bras, je peux plus bouger les jambes. Et il m'explique en fait pourquoi, parce que voilà, il y a la lésion à cet endroit-là, mais que pour l'instant il y a un hématome qui cache, et donc avec tout ce qui est examen médicaux, on ne peut pas voir vraiment si c'est définitif ou pas. Donc voilà, il me dit que pour l'instant je suis dans cette situation-là, mais qu'on ne sait pas de quoi il fait le lendemain. Et toi, quand on t'annonce ça, comment tu te sens? Alors forcément, coup de massue, hein, parce que je t'avoue, je suis quelqu'un de très dynamique, j'aime bien que ça bouge. Et là, je me dis, bon, dans un laps de temps aussi court que tu apprends ça, je pense pas tout de suite à l'avenir lointain. Je pense juste au jour J, au lendemain. Je me dis, merde, alors attends, là, je peux plus bouger les jambes. Mais ça veut dire quoi ça? Est-ce que j'ai le temps tout de suite d'avoir une réflexion sur l'impact dans le futur? Pas vraiment. Donc en fait, sur le moment, j'ai un réflexe de survie, on va dire, c'est que je me dis, bon écoute, t'es comme ça, maintenant il vient pas de te dire que c'était définitif, peut-être que demain ça ira mieux, après-demain ça ira encore mieux, et puis j'ai toute cette famille qui est là, et je me dis, mince, est-ce que j'ai le droit de leur faire vivre quelque chose de triste? Ils sont là, et moi, au moment où on m'annonce ça, je sais pas, mais je suis quand même passé pas loin de la mort, très très près quand même. Et donc t'as d'abord pensé à l'impact que ça pouvait avoir sur ta famille, qu'à l'impact que ça peut avoir sur toi? Ouais, et en fait, tu sais, là, on vit une situation personnelle actuellement avec ma compagne,
Et en fait, elle a eu le même réflexe. Et je pense que je pense que quand t'aimes ta famille, quand t'aimes tes proches, c'est un réflexe que t'as, c'est de les protéger, en fait. T'as envie de les protéger. Et à ce moment-là, j'ai eu envie de les protéger. Et je leur ai dit, écoutez, ils m'avaient annoncé le nom, hein. Donc je dis, je suis handicapé ou je suis tétraplégique. C'est plus ce que je leur dis, je suis tétraplégique, mais je suis un tétraplégique en vie. Et à ce moment-là, c'est ce que je me dis, parce que j'ai pas envie que les gens qui viennent me voir, ils viennent avec les pleurs, etc. J'ai envie qu'ils viennent. Peut-être quand ils arrivent, ils sont pas bien, mais qu'ils repartent avec le sourire en se disant, bon voilà, il est vivant, il a la niaque, il va se battre et il est encore là. Voilà. T'avais encore la force d'annoncer ça avec le sourire? Bah ouais, à ce moment-là, ouais, j'ai le sourire. Bah, j'ai le sourire parce que j'ai pas envie de voir les gens pleurer, en fait. J'aime pas voir ma famille souffrir. Donc ouais, effectivement, ouais, j'ai pensé aux autres avant, ouais. Et à quel moment est-ce que tu te rends compte que maintenant ta vie, ça va être une vie en fauteuil? Ben, les jours qui suivent, en fait, après, je suis toujours en réanimation, pardon, mais cette fois-ci dans une chambre individuelle. Voilà, cette fois-ci, on est surveillé. Si tu veux, c'est une pièce comme si tu étais un rond, en fait. Tu as une partie vitrée où les soignants peuvent te voir, et tout autour, tu as que des chambres individuelles avec des patients. Et là, bon, je commence à avoir des soins un peu plus poussés, faire de la kiné, pouvoir me laver, parce que le premier lavage, il est long, hein, avant de pouvoir vraiment prendre une douche. Alors, quand je dis douche, hein, c'est allongé dans un brancard et on te met de l'eau, quoi. Mais bon, on te met de l'eau, tu sens pas. Jusque là où tu sens et là où tu te dis, se faire laver les cheveux. Quand tu t'es pas lavé les cheveux pendant une semaine ou 10 jours, le bonheur. Le bonheur. Parce que là, concrètement, tu étais paralysé à partir de quel endroit? Alors, plus ou moins la même chose qu'aujourd'hui. Sauf qu'au départ, j'avais du mal à bouger les bras, mais rapidement, je les rebouge quand même. Dès le départ. En fait, en gros, il faut imaginer une ligne imaginaire des mamelons. Voilà, au niveau de la poitrine, au niveau des mamelons. Et au-dessus, je sens. En dessous, je sens plus rien et il n'y a plus rien qui fonctionne. Là, dans le dos, je sens peut-être un tout petit peu plus bas que cette ligne imaginaire. Mais après, voilà, les jambes ne marchent pas. J'ai pas d'abdos. J'ai pas de pectoraux. Le seul que j'ai, c'est le grand pectoral, celui qui est relié au bras. Et après, en fait, au niveau des membres, comme on le voit à la caméra, voilà, je peux pas bouger les doigts. Mes poignets marchent. Je peux pas bouger les doigts. Et là, sur les bras, là, de ce côté-là, il n'y a plus rien, il n'y a plus de muscles. Les muscles, ils ont fondu parce qu'ils fonctionnent plus. Là, j'ai plus de muscles. Et j'ai mon triceps. Donc, lui, il existe. Je peux lever le bras. C'est pour ça qu'on dit qu'il existe. Par contre, si j'appuie un tout petit peu sur le bras, tu vois, là, ça marche pas. Là, je peux plus lever le bras. Là, tu peux plus lever le bras. Non, dès que tu me mets une résistance avec un doigt ou quoi, j'ai plus de force. Et donc, il y a tout un chemin de rééducation. C'est-à-dire que pour l'instant, on est encore sur l'étape où tu es en réanimation, mais après, tu passes à la rééducation. C'est ça. Et en fait, en gros, je reste un mois à l'hôpital. Je fais 3 semaines à Grenoble, en fait. Et la dernière semaine, je la fais en Haute-Savoie pour me rapprocher le plus de ma famille et de mes proches. Alors quand je dis famille, à l'époque, on n'a pas de famille. Hein. J'ai juste ma compagne de l'époque qui est là-bas. On a quelques amis, etc. Mais on connaissait personne quand on a atterri là-bas. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup d'amis chez les pompiers, mais Grenoble, on est à 2 heures de route de là où j'habite. À l'époque, ma compagne est enceinte. Je sais que je vais être papa et c'est vrai que j'ai envie d'assister à la première échographie et qui se situe dans cette dernière semaine où je suis encore en réanimation. Donc on arrive à me faire rapatrier sur l'hôpital d'Annecy, où je continue les soins, avant en fait d'aller en rééducation, parce qu'il faut savoir que les places en rééducation, c'est attribué. C'est-à-dire que c'est pas automatique en fait. On fait des demandes dans plein de centres de rééducation, t'en as qui t'acceptent, t'en as qui t'acceptent pas. Voilà, c'est s'ils ont de la place, s'ils veulent t'accueillir, parce que en fonction des pathologies, peut-être que ça peut être compliqué pour eux. Et puis on va être honnête, il y a des pathologies qui rapportent un peu plus d'argent que d'autres aussi, faut le dire. Ah mais voilà, faut le dire. C'est que c'est pas gratuit tout ça. Donc tu as des pathologies qui rapportent beaucoup plus. Une chambre occupée par un tétraplégique rapportera plus qu'une chambre occupée par quelqu'un qui est amputé d'une jambe. Alors attends, en fait, c'est peut-être une question un peu naïve, mais tout ça c'est pas du public, c'est du privé. Ça veut dire que t'es dans le centre de rééducation, si tu veux, c'est des boîtes privées. Hein. C'est des boîtes privées. C'est juste que y a la partie qui est prise en charge par la Sécu, plus la partie après mutuelle et autres. Mais voilà, on ne paye rien de notre poche, mais ça reste des boîtes privées. Et donc il a fallu que tu trouves un centre de rééducation. Voilà, que je trouve... alors,
juste à côté de chez moi, oui et non, pas trop, parce qu'à l'époque, là où j'habite, moi, il n'y en a pas. Donc le plus près, c'est Annecy, à côté d'Annecy, c'est le Mont Verrier, ça s'appelle. Et il est un peu loin de chez moi, malgré tout, il y a quand même 40-45 minutes de route. Mais ça me rapproche quand même énormément. Donc j'atterris là-bas, et puis là, on m'explique ce qui va se passer. C'est-à-dire là, maintenant, on est parti. On va réapprendre à être dans un fauteuil, parce que jusqu'à présent, je ne me suis pas encore mis dans un fauteuil. Je me suis mis une seule fois, c'est pour l'échographie, mais c'est tout. Donc on va réapprendre à se mettre en fauteuil, on va réapprendre à aller aux toilettes, on va réapprendre à se raser, à manger, parce que quand tu peux plus tenir une fourchette, tu fais comment? Au début, on m'alimente en fait, c'est les gens qui me donnent à manger. C'est les aides-soignantes, c'est les proches, enfin voilà, c'est pas facile au début. Quand quelqu'un te donne à manger, tu manges pas. Honnêtement, moi, je mangeais quasiment rien parce que... C'est quoi, t'avais pas envie? Ça te gênait ça? Alors, déjà d'une, tu peux avoir quelqu'un qui est très très bienveillante avec toi, qui va faire tout ce qu'elle peut, mais tu as aussi des personnes qui sont comme tout le monde, qui ont une journée de boulot dans les pattes, qui en ont marre, qui ont envie que ça aille vite. Toi, t'as pas envie que ça aille vite. Et voilà, et t'as des gens qui prennent ça un peu comme... Alors, c'est leur métier, je sais, mais comme un truc chiant à faire. Et du coup, c'est pas toujours fait avec empathie, donc à ce moment-là, t'as pas envie. Tu dis stop, on arrête là, et basta, quoi. Toi, t'as vécu des choses comme ça? Ouais, j'ai vécu des choses comme ça. Ouais. J'ai vécu un repas où t'as avec quelqu'un qui arrive au boulot, et comme ça. Mais comme ça peut arriver à tout le monde, t'as le droit d'avoir des galères dans ta vie privée, et t'arrives au boulot et t'es pas bien. Mais oui, ça m'est arrivé d'avoir cette personne là, qui te donne à manger, et ça l'a fait chier. Et ça l'a fait chier, et toi, du coup, tu dis non, c'est bon, j'arrête là, quoi. J'arrête là, je mangerai demain. Tu arrives au centre de rééducation. Ouais. Moi, je me pose une question parce que rien que sur le chemin, tu sors de l'hôpital, tu vas chez toi. Est-ce que c'est pas le moment, la première fois où tu es handicapé en dehors d'un hôpital et tu dois apprendre ce que c'est d'être en fauteuil? Comment ça se passe? Alors, ça, faut savoir que ça arrive très très longtemps après l'accident. Mon premier retour à la maison, et quand je te dis retour à la maison, c'est vraiment juste aller passer quelques heures, un week-end chez moi. C'est très très tardivement, mais j'ai envie de te dire, ça arrive, je vais pas te mentir, mais c'est peut-être 3-4 mois après l'accident. Ah, attends, non, je vais te dire une bêtise. Non, je sais à peu près, c'est 3 mois à peu près. 2 mois et demi, 2 mois et demi après l'accident. Mais tu vois, il se passe 2 mois et demi avant que vraiment je puisse, en gros, être emmené chez moi dans une voiture, me tenir suffisamment longtemps dans un fauteuil. Parce qu'au début, je t'assure, au début, au début, de toute façon, c'est facile. Au début, t'es 10 secondes assis et tu tombes dans les pommes. Donc, c'est clair. Hein. Parce qu'en fait, t'as été habitué pendant 1 mois à être allongé. Donc, dès l'instant qu'on t'assoit, ta tension, t'as une chute de tension, c'est incroyable. Ouais. Et tous les matins, quand on te lève pour aller à la douche, aux toilettes, il faut savoir que tous les matins, c'est le même sketch. Hein. C'est que tous les matins, on te relève la tête, on te met au bord du lit, et après, t'es là, je sens que je pars, et on te relève les jambes, et voilà, et ça arrive, mais c'est tous les matins au départ. Et après, il y a un moment où on se met vraiment dans un fauteuil comme je suis aujourd'hui, on reste 1 heure, on reste 3 heures, on reste 6 heures, et après on reste la journée, mais ça se fait vraiment par étapes, ouais. Ça doit être hyper particulier. Comment est-ce que ton rapport à l'indépendance, l'autonomie, il a évolué à partir de ce moment-là? Alors, en fait, je me suis retrouvé dans un double... pas un choix à faire, parce qu'en fait, le choix, il s'impose à toi. Mais j'avais vraiment 2 trajectoires. C'est-à-dire que la première, c'était de me dire, écoute Romain, faut accepter que ton autonomie à 100%, tu l'as perdue. Voilà, je l'ai plus, clairement. Aujourd'hui, je suis pas autonome à 100%. Et ma vie va se résumer à demander des services. Et je le sais. Aujourd'hui, je le sais. J'ai besoin de quelqu'un le matin pour m'habiller. J'ai besoin de quelqu'un pour aller aux toilettes. J'ai besoin de quelqu'un pour... après, des gestes anodins, peut-être des gestes anodins pour certains, mais voilà, j'ai besoin de quelqu'un, je le sais. Et à côté de ça, par contre, ma vie, c'est essayer d'être le plus autonome possible. C'est-à-dire que j'ai en tête ce fait de... Voilà, je sais que j'ai pas le choix et que je dois avoir quelqu'un qui m'aide, mais à côté de ça, j'essaye de faire en sorte de m'en passer au maximum. Quand je trouve des solutions pour me passer de quelqu'un, ça rentre dans ma vie immédiatement. Parce que... Et c'était au départ, et aujourd'hui encore, je suis dans la même démarche. C'était quelque chose qui était particulièrement important pour toi? Pourquoi? Je pense que c'est important pour moi, mais pour n'importe quelle personne, en fait. Parce qu'on est des adultes, et qu'un adulte est autonome. Alors, attention,
un adulte, handicapé ou pas, comme n'importe qui, il peut demander un service dans sa vie. Il peut demander des coups de main parce qu'il ne sait pas faire. Parce que physiquement, il ne peut pas. Au supermarché, hein, moi, j'ai déjà vu plein de petites personnes, une petite mamie. Ma mère, elle est toute petite. Ça lui est déjà arrivé de demander à quelqu'un de lui attraper un truc en hauteur. Et elle n'est pas handicapée. On a tous besoin de coups de main, on a tous besoin d'un autre, du coup de main de quelqu'un. Un jour, on a besoin les uns des autres. Mais malgré tout, je reste un adulte. Et un adulte est quand même censé être autonome. Et je pense qu'on est dans cette quête-là d'autonomie parce que c'est instinctif, en fait. Dans le chat, on a 2 viewers qui te posent une question qui est à peu près similaire, une virtuelle et le couillon. Ouais. Alors, l'une virtuelle te demande à partir de quel moment tu t'es posé la question de ton avenir professionnel, et le couillon, est-ce que tu as gardé contact avec la profession de pompier? Ok, en plus, c'est bien parce que c'est deux questions qui sont en rapport avec le métier. Alors, écoutez, moi, j'ai eu cette chance, c'est qu'en fait, quand j'étais en rééducation, j'ai mon grand patron de l'époque, que je connaissais très peu finalement, mon grand patron de mon département. Il faut savoir qu'en France, les pompiers, c'est par département. Donc, le colonel de mon département est venu me voir, est venu me rendre visite pour prendre des nouvelles déjà. Et puis, assez rapidement, il m'a dit « Romain, rassurez-vous, alors certes pas sur le terrain, et encore, on ne sait pas encore de quoi demain est fait, mais sachez que on va vous garder. On va vous garder, vous allez rester chez nous, on ne sait pas où on va vous mettre. » À l'époque, c'est ce qu'il m'a dit. Hein. Et parce qu'ils savaient comment j'étais, ils avaient compris mon état d'esprit et que j'aimais beaucoup rire. Et du coup, en fait, si tu veux, ils m'ont vraiment dit « On ne sait pas où on va vous mettre pour l'instant, mais on va vous garder. » Et à ce moment-là, on m'a enlevé une épée de Damoclès incroyable au-dessus de la tête. Parce que pour moi, je savais... C'est l'impression que tu avais ? Ouais. En fait, c'était la pression de me dire, est-ce que financièrement, je vais dépendre des autres ? Je voulais à tout prix être financièrement autonome et assuré, en fait, en tant que père, dans un couple, pouvoir assumer aussi ma part du marché pour le loyer, pour la nourriture, etc. Et on a la chance, on a un système français un système de santé français qui est à revoir, certes, mais qui malgré tout est quand même pas trop mal sur beaucoup de choses. Mais j'avais pas envie d'être dépendant de ce système et de vivre des aides, en fait. Il y a des gens qui n'ont pas le choix. Moi, j'avais le choix et je pouvais travailler. Et le fait d'avoir ce choix-là et de pouvoir travailler, je me suis dit, je peux pas passer à côté. Et j'étais tellement content. Et en plus, je restais dans mon domaine. Parce que ça, c'était génial. Parce que moi, je savais rien faire d'autre. Depuis 12 ans, c'est les pompiers. J'ai jamais rien fait d'autre. Je sais rien faire d'autre. Donc, je me suis dit... J'y ai pensé au début. J'ai dit, attends, qu'est-ce que je pouvais faire comme reconversion ? Ça m'a traversé l'esprit quand même. Ouais. Mais au final, non, je savais que je restais chez les pompiers. Donc j'ai toujours contact. Parce qu'aujourd'hui, en fait... donc, quand j'étais en Haute-Savoie, j'ai travaillé dans ce qu'on appelle un service prévision. Où, en fait, j'ai repassé un stage pour... commencer à être dessinateur informatique. Donc, je dessinais des plans, ouais. Et en fait, je me suis éclaté hein, parce que c'est pas du tout un domaine dans lequel je m'étais prédestiné. Et ça m'est tombé dessus. Je m'occupais un peu de choses aussi opérationnelles de chez les pompiers. Mais j'avais tout ce volet dessinateur informatique qui m'a éclaté. J'ai vraiment adoré. Et puis, un peu plus tard, je suis revenu en Touraine, dans mon département, pour des raisons familiales. Et quand je suis revenu, et là, tout de suite, la première proposition qu'on m'a faite, c'est un bureau. Ou alors, on m'a dit, on peut éventuellement aussi être dans un bureau, mais au centre d'appel. Oh, centre d'appel. Je me suis dit, là, je reviens juste à côté. Enfin, je reviens au plus près de l'opérationnel. Et dans ma petite tête, tu vois, parce qu'au début, c'était dans un bureau. Et surtout, dans ma petite tête, j'avais tout de suite l'idée de me dire, attends, si t'es là-bas, pourquoi pas prendre des appels ? Pourquoi pas y regoûter, tu vois ? Et voilà, et j'ai accepté le poste parce que j'avais dit de toute façon je prendrais n'importe quoi, il fallait que je revienne. Donc j'ai dit je prendrais n'importe quoi et derrière je sais que je pouvais évoluer. Et c'est ce qui s'est passé. Si on repart un peu du moment où tu arrives en centre de rééducation, comment est-ce que ça se passe ? Comment est-ce que tu réappréhendes ton corps avec les kinés ? Alors en fait, tu as toute une équipe qui se met en place autour de toi. Donc tu as les kinés, effectivement. Tu as les profs d'APA, c'est activité physique adaptée. C'est les profs de sport, mais adaptés pour le handicap. Tu as une ergothérapeute. L'ergothérapeute, donc ceux qui ne savent pas, hein, c'est quelqu'un qui va te réapprendre toi à vivre avec tes difficultés et qui va surtout te fabriquer ou te trouver plein de petites adaptations
que tu peux pas forcément connaître et qui vont, entre guillemets, compenser ce qu'il te manque ou ce que tu peux pas faire à cause de ton handicap. Après, forcément, un médecin rééducateur, médecin, entre guillemets, un médecin généraliste pour les petits tracas du quotidien. Et toute cette équipe, en fait, t'explique que ça va être long, parce que clairement, on le sait, ça va être long. La rééducation, ça peut être long. Alors moi, j'en ai eu une très courte pour le coup, mais ça peut aller jusqu'à facilement 2 ans pour un cas. Ça dure combien de temps ? Moi, en tout, j'ai été donc de février jusqu'à début octobre à temps plein là-bas. Donc vraiment à dormir là-bas, jour et nuit, pendant 8 mois. Et après, j'ai fait 6 mois de ce qu'on appelle hôpital de jour, c'est-à-dire qu'en fait, j'étais chez moi, je dormais chez moi et je reprenais un taxi pour aller au centre. Au départ, 5 jours par semaine, mais ça n'a pas duré longtemps, genre 1 mois. Et après, j'y allais 3 puis 2 jours. Mais c'est vrai que à la fin, j'y restais surtout par confort pour avoir ma salle de sport, avoir mes séances de sport et puis voir du monde. Parce que j'avais pas encore de voiture et j'avais peur de m'ennuyer chez moi. Quand on t'annonce que la rééducation peut prendre du temps, comment tu te sentais ? T'avais peur ? Non, parce qu'en fait, moi, la rééducation, pour moi, c'était Disneyland. Hein. J'avais passé 1 mois à l'hôpital, à regarder le plafond, à regarder la télé, à rien faire, à pas m'asseoir. Moi, quand tu commences à m'annoncer que je vais faire du sport, que je vais avoir des séances de kiné, qu'on va commencer à réadapter le quotidien pour la vie, et je me dis, ça y est, c'est le tremplin pour la vie future. Donc moi, honnêtement, ma rééducation, ça restera un merveilleux souvenir. Quasiment, t'avais trop hâte. Ouais, j'avais hâte de commencer. Ah, mais clairement, de commencer, j'avais trop hâte. Quand je suis arrivé, les deux premiers jours où tu fais rien, moi, j'en avais marre. Je dis, on attaque, là, je suis là, on est là pour bosser. Mais par contre, honnêtement, ma rééducation, c'est un truc de fou parce que c'est un des pires moments de ma vie, mais ça reste un des plus beaux moments de ma vie également. En rééducation, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe ? Comment est-ce que tu le vis ? Eh bien, en fait, la rééducation, c'est donc clairement le matin. Alors après, tu sais, il y a beaucoup de patients. Donc en fait, ils établissent un planning. Moi, je m'étais dit, dès le départ, réveillez-moi tôt. Parce que j'ai envie de, tu vois, je suis en rééducation, je ne suis pas en vacances. J'ai pas envie qu'on me lève à 9h ou 10h parce que le temps de faire tous les soins, de se préparer tout, après t'es prêt à midi. C'est ce qui se passait pour certains. Moi, j'avais envie d'être prêt tôt, de pouvoir commencer à avoir mes rendez-vous parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que tu as un planning tous les jours. Tu as un planning, à telle heure, tu as rendez-vous chez l'ergo, à telle heure, tu as rendez-vous au sport, à telle heure, la psy, si tu as envie d'aller voir la psy. Enfin voilà, tu as plein de rendez-vous tous les jours. Et entre-temps, tu es libre. Tu es libre, donc tu es dans ta chambre. Alors moi, je sais que personnellement, moi, je profitais de ce temps de libre pour lire, pour faire du sport. Je refaisais en plus dans ma chambre, regarder la télé, voilà. Et puis après, quand c'est l'après-midi, les temps de libre, souvent, t'as du monde qui vient. Donc le matin, c'est vraiment... le matin, c'est réservé aux thérapeutes. Il n'y a pas de visite. Les visites commencent à partir de l'après-midi. Moi, les gens le savaient. La visite des proches. La visite des proches, les visites extérieures. Et en fait, moi, je demandais aux gens de venir toujours après ma dernière séance. Je voulais pas avoir du monde avant. On se voit en speed, c'est pas bien, voilà. Moi, jusqu'à ma dernière séance, je voyais personne. Les gens venaient après. Et pareil, après, c'est un laps de temps qui est assez court. Donc, du coup, c'est drôle parce que mes potes pompiers avaient créé une association pour me venir en aide. Et au même moment, ils ont créé un planning, en fait, pour les visites. C'était drôle. Parce que du coup, ça fait beaucoup. Quand tu as beaucoup de monde d'un coup, c'est prenant aussi. Et donc, pendant la rééducation, c'est là où tu reprends contact avec, de ce que j'ai compris, quelque chose de très important pour toi, le sport. Ouais, exactement. En fait, je découvre... Alors, au début, je découvre que je peux encore faire du sport, effectivement. Alors, moi, je l'ai découvert dans ma chambre, parce que j'avais des élastiques, j'avais des poids de muscu. En fait, j'attachais au lit et je faisais de la muscu comme ça. Je faisais travailler les épaules. Enfin, voilà, tu vois, tout ce genre de mouvements qu'on peut faire chez soi, que n'importe qui peut faire. Et en fait, la prof de sport, en fait, a tout de suite compris que j'étais quelqu'un qu'en avait besoin et qu'en avait besoin peut-être encore plus que les autres. Donc, du coup, j'ai eu la chance. Elle m'a doublé mes séances de sport et j'étais le seul. Hein. J'étais le seul dans le centre de rééducation. Ah ouais, j'avais ce privilège-là. En fait, ils se sont rendu compte que tu en avais besoin pour aller mieux. Ah ouais, mais c'était un besoin viscéral et vraiment, elle m'a doublé mes séances. Donc, j'avais une première séance, j'avais une deuxième séance après. Parfois même donc du coup à ce moment-là ce qui a été cool c'est que quand je suis arrivé au centre de rééducation, le hasard a fait qu'on a commencé à être plusieurs. C'était pas un centre
spécialisé dans les blessés médulaires. Blessés médulaires, c'est les blessés de la moelle épinière. Et c'est pas un centre qui est spécialisé, mais en fait, on s'est retrouvé à plusieurs finalement en même temps, avec des pathologies plus ou moins similaires. Et la prof de sport a tout de suite voulu mettre en place des ateliers de sport. Donc, elle nous a fait de la sarbacane. Elle nous a mis en place... C'est quoi de la sarbacane ? Sarbacane, en fait, comme les tribus amérindiennes. Hein, tu as une sarbacane avec un pic dedans, en fait. Tu as une espèce de pointe. Et en fait, tu souffles dedans vers une cible. Voilà, et c'est un sport. C'est un sport, la sarbacane, ouais. Et le but premier, en fait, en rééducation, c'est de faire travailler ton souffle. Parce que, le fait de ne plus avoir de muscles, etc., tu vois, le diaphragme, moi, il ne marche pas très bien. Ce qui fait que j'ai que la moitié de ma capacité pulmonaire. Et ça, au début, il faut le retravailler aussi. Et tu peux quand tu en as eu la moitié, ça c'était quand tu étais en centre de rééducation, mais est-ce que tu as réussi à en regagner ? Non, tu vois, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on fait gaffe, parce que alors, là maintenant ça va mieux, mais au départ par exemple j'arrivais pas désolé pour le terme, mais expectorer, on n'arrivait pas à enlever la morphe, tu vois. Et aujourd'hui je peux pas me moucher, j'ai pas assez d'air dans mes poumons pour me moucher, c'est impossible. Et ça, pour que les gens se rendent compte, c'est extrêmement important, et c'est extrêmement important dans le sens, dans ton rapport au sport, parce qu'en fait pour les personnes handicapées, avoir moins de capacité respiratoire, ça rend le fait de faire du sport beaucoup plus difficile. Ah bah c'est clair. Par exemple, je sais que j'avais des médecins qui me disaient quand tu as moins de capacité respiratoire, le simple fait de faire, je sais pas, une course de 1 km, c'est comme si tu montais l'Everest. Ouais, c'est ça. Donc c'est quelque chose de très important. C'est ça. Et alors au-delà de ça, en plus moi, vu que musculairement c'est compliqué, il m'en manque pas mal, c'est vrai qu'en règle générale, j'ai plutôt tendance à être fatigué musculairement avant que mon cœur s'emballe. Bon, mon cœur qui monte à 190, ça c'est fini, ça m'arrive jamais. C'est jamais de la vie. Mon cœur, quand je suis en plein effort sportif, je suis à 110, 120 maximum. Pas plus. Jamais. Dans le chat, on a Widra qui te dit que t'es trop énervé. Ouais, c'est clair, tout le temps. Et du coup, ça t'a fait quoi de reprendre contact avec le sport à ce moment-là? Est-ce que c'était un soulagement? Est-ce que c'était une manière pour toi d'avoir une forme d'espoir dans l'avenir? Comment tu te sentais? En fait, moi, vraiment, le sport, je veux dire, loisir, à ce moment-là, c'était plutôt un soulagement au départ de me dire, tiens, j'arrive encore à faire du sport. Et après, en fait, c'était juste ce que je connaissais avant, c'était du plaisir, en fait. C'est juste que ça me faisait du bien, c'était un plaisir. Et c'est la même chose que ce que je connais aujourd'hui, c'est-à-dire que une journée sans sport, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Ce matin, je me suis levé, 8h, on partait à 9h, 9h30 de la maison. Et je m'étais calé une petite séance de sport avant de venir parce que je sais qu'après, aujourd'hui, je ne pouvais pas. Demain, je ne vais pas pouvoir non plus parce que je suis à Paris. Et alors, des jours sans sport, ça m'arrive. Hein, il en faut en plus. Mais c'est vrai que j'essaye de toujours avoir en tête quel jour je peux m'entraîner, faire du sport. Parce que si je pouvais avoir une séance de sport par jour, très honnêtement, je le ferais. Dans le chat, justement, j'aimerais que vous essayiez de deviner quel sport aujourd'hui est-ce que Romain pratique. Essayez de deviner ça parce que vous allez voir, il en pratique beaucoup. Pendant ta rééducation, on est en 2012, on est en plein dans les Paralympiques. Exactement. Tu la regardes ou pas? En fait, ouais, tout à fait. Alors moi, je suis un fan de sport dans la vie, mais aussi à la télé. J'adore regarder le sport. Et à ce moment-là, coup de bol. Donc, d'abord les JO. Donc je me régale avec les JO, hein, ça m'occupe bien pendant les longs temps libres qu'on a en rééducation. Et arrivent les Paralympiques, donc qui forcément m'intéressent de plus en plus. Et à ce moment-là, je vais être honnête, moi quand j'ai eu mon accident, je deviens handicapé. Le handicap avant, j'y connaissais rien, mais vraiment rien du tout. C'était pour moi des années-lumière. Je m'étais toujours dit, alors ça va faire rire parce que c'est une blague que je fais souvent, mais à l'époque, je m'étais toujours dit, si un jour je me retrouve handicapé, je me tire une balle. Bon, aujourd'hui, je peux plus appuyer sur la gâchette, tu vois, parce que je peux plus me servir des doigts, tu vois. Mais c'est réel. Mais au final, c'est réel. Et en fait, à aucun moment, cette idée m'a traversé l'esprit quand je me suis retrouvé, en fait. C'est juste qu'avant, j'étais ignorant. Je ne connaissais rien. Et pour moi, comme pour beaucoup de gens, je suis sûr, encore que maintenant, avec toute la médiatisation qu'il y a eu, on sait qu'un handicapé, c'est pas quelqu'un qui est incapable. Mais à l'époque, moi, dans ma petite tête de genou qui s'intéressait pas spécialement à ça, c'est cette image que j'avais. Et est-ce que du coup, dans ton rapport à ton handicap, quand tu as commencé à vivre avec, est-ce
est-ce que tu étais très positif ou est-ce que tu avais des moments où tu étais un peu plus down? Alors, il y a les deux, c'est normal. C'est normal d'avoir des moments de moins bien, des moments, des coups de mou, on en a tous. Et dans ces moments-là, c'est normal. C'est normal. Après, j'arrivais à pas le vivre comme un échec. J'ai vraiment vécu un gros échec. Pour moi, dans ma rééducation, c'est que je m'étais dit, quand ma fille allait naître, je serais rentré chez moi et j'ai pas réussi. Voilà, c'était vraiment le moment où j'ai eu une semaine, 10 jours très compliqués à ce moment-là. Et le problème, c'est que je me suis aperçu à ce moment-là, c'est que quand la tête va pas, le corps va pas non plus. Et dans des moments où c'est déjà compliqué pour le corps, j'avais pas besoin de rajouter ça. Donc je me suis dit, non, faut passer à autre chose. Et pour en revenir au JO, du coup, bah, effectivement, donc les Paralympiques, ça passe à la télé. Je regarde un peu les disciplines, tout ce qui existe. Et moi, à ce moment-là, je me rappelle que quand tu fais du sport, tu mets ta tenue de sport et tu pratiques ta discipline. Peu importe ce que tu fais, il y a du matériel adapté, il y a des vêtements. Et en fait, si tu veux, j'avais envie de me dire que mon fauteuil de ville, celui de tous les jours, c'était mon fauteuil, c'est mes baskets, c'est mes chaussures pour aller au boulot, pour faire ce que j'ai à faire dans la vie. Mais j'avais envie, quand je fais sport, de sortir de ce fauteuil, de faire autre chose avec d'autres matériels. Et je découvre les épreuves d'athlétisme. Et quand je vois ces mecs et ces nanas sur les fauteuils d'athlétisme, déjà je me dis c'est trop classe. Je trouve ce fauteuil magnifique. Et en fait je me dis waouh, ça a l'air d'être bien physique parce qu'en fait j'avais besoin. Alors j'ai absolument rien contre les joueurs de tennis de table. Ne vous le prenez pas mal. Mais à l'époque c'est vrai que le tennis de table, j'en fais en rééducation, tu vois. Mais pour moi je suis vraiment dans le loisir. Aujourd'hui je sais que c'est un sport de ouf. Assis en fauteuil, c'est un sport de malade mental, vraiment. Et c'est hyper physique. Mais à l'époque, tu vois, j'ai encore mon esprit étriqué. Hein. Et je me dis, tu vois, ça là, ça a l'air hyper physique. Et moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin, quand je fais sport, d'être crevé, d'être exténué. Et je me dis, je veux faire ça. Sauf que je suis en Haute-Savoie. Enfin, ça, je suis encore en rééducation. Mais un peu plus tard, je suis en Haute-Savoie. Et le seul club d'athlètes qui existe dans le département, il est à Annecy, il est loin de chez moi. Et en plus, malheureusement, ils n'accueillent pas de fauteuil. Et il n'y a pas d'athlétisme, en fait, dans le département où je suis. Ouais, ça, c'est une vraie question. C'est un truc que je voulais évoquer après. Un peu plus tard. Effectivement, c'est une vraie question, dans le rapport au sport des personnes handicapées, d'avoir un accès aux structures qui peuvent t'accueillir. Et donc, du coup, tu regardes les Paralympiques à la télé pendant que tu es en rééducation. Ça t'inspire d'une certaine manière ou pas? Alors, au-delà de m'inspirer, ça me donne envie d'être à leur place, vraiment. En fait, à ce moment-là, je me dis... quand je sors de là, j'ai ma vie à côté, mais je vais tout faire pour être comme eux, parce que j'ai envie de faire de la compète, j'ai envie d'être à leur place, j'ai envie de vivre ce qu'ils vivent, parce que je le vois sur les podiums, je vois ce que ressentent les athlètes, et je me dis, waouh, moi je suis sportif, en plus à l'époque j'adorais la compétition, hein, et je me dis, c'est quoi la plus belle compète pour un sportif? C'est les Jeux Olympiques et Paralympiques, et un jour je vais être à leur place. Et tu le dis aux soignants qui t'accompagnent? Qu'est-ce qui te répondent quand tu leur dis en fait, moi je vais devenir sportif de haut niveau? La prof de sport, elle est cool, elle est à fond dedans. Elle me fait tester plein de trucs. Donc, elle est dans l'accompagnement. Elle me fait rencontrer les membres du comité départemental handisport. C'est vraiment la porte d'entrée vers le sport, on va dire. Parce que c'est eux qui connaissent les clubs, qui me proposent, qui disent il existe ça, il existe ça. Mais c'est vrai qu'encore une fois, ils ont beau vouloir comment dire, m'accompagner, exactement, merci. Mais les disciplines qu'on me propose, il y a des trucs super. Hein. Moi, je fais des tests, hein. Je fais de la voile, avec une voile en plus qui revient de Londres, qui est adaptée qui revient de Londres pour un paraplégique. Je teste tout ça. Je refais du ski, je refais plein de choses. Mais il me manque ce petit truc. Et l'athlétisme, clairement, du coup, le fauteuil... C'est quoi? C'est parce que c'était trop facile, tout ce qu'ils te proposaient? Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, je le prenais vraiment comme du sport loisir, ce que je faisais. Tu vois, vraiment comme le faire une journée. Je me fais un kiff une journée, je fais ça, j'adore. Mais je me voyais pas tous les jours, au quotidien. Et puis aussi, pour moi, ça représentait aussi une organisation de ouf. Parce que quand tu fais du bateau... tu imagines avant la préparation, avant le ski, c'est pareil, c'est une sacrée préparation, ne serait-ce que pour y aller, parce que moi j'ai beau habiter en Haute-Savoie, les montagnes, j'étais pas au pied,
Donc, faut y aller, faut s'organiser, faut s'habiller, etc. Puis j'imagine qu'il faut, quand tu es tétraplégique, tu dois avoir des personnes qui t'accompagnent, qui sont spécialistes de ça, donc ça doit être compliqué aussi. C'est ça. Il y a des tétraplégiques qui sont autonomes, qui se débrouillent très bien, qui n'ont pas tout le corps en plus qui est aussi handicapé que moi, et qui se débrouillent très très bien. Mais moi, c'est vrai que pour mon cas personnel, j'ai besoin de quelqu'un. Et tu vois, par exemple, en Haute-Savoie, vu que je peux pas faire d'athlé, j'avais testé déjà en rééducation le handbike, donc le vélo à bras, ma vélo à bras, et on m'avait fait essayer un truc donc pas du tout adapté. Et là, moi, dès que je sors, en fait, je fais l'achat d'un vélo pour moi. Alors, grâce à l'association, parce que ça vaut un bras, et j'ai pas les moyens à l'époque, donc merci à l'association qui m'a tout payé. Et cette association, si tu veux, me permet de commencer à goûter aux joies de je fais du vélo à l'extérieur, je suis en balade avec ma famille, mais je peux aussi me mettre en mode on est entre potes, avec des copines à faire du vélo et à faire un peu plus, tu vois, vraiment à faire un effort physique. Et là, je me dis, waouh, c'est vrai que le vélo, c'est génial aussi, quoi. Mais à ce moment-là, je kiffe en faire, je commence à refaire des petites courses, mais c'est marrant, je sais pas, il y a un truc, je me vois pas aller au JO avec le vélo. Ouais. Bon, on va répondre à la question que j'ai posée dans le chat tout à l'heure. Je leur ai demandé de deviner quel sport tu pratiquais. Ouais. Du coup, tu peux leur répondre maintenant. Ouais, je vais leur répondre. Le sport que je pratique, donc, c'est l'athlétisme. Alors, donc, toujours du handbike. D'accord, même en ce moment, je fais plus de handbike que d'athlé. Mais voilà, le sport que j'ai choisi, c'est l'athlétisme. En fait, quand j'arrive en Touraine, quand je reviens dans ma région natale... Alors ça, c'est quand tu as fini la rééducation ? Ouais. On a fini. Ouais, là, on a fini. On est quelques années plus tard. Et du coup, là, je vais, donc, comme j'ai dit, vers le comité départemental handisport en leur disant, voilà, bonjour, qu'est-ce qui existe dans le département comme sport ? On m'en propose plein et je vois qu'il y a de l'athlétisme. Je file au club. Je tombe sur Longuena, qui est l'entraîneur de la section handisport. Et donc, je suis le premier tétra Je suis le premier tétra. Il faut savoir que des tétraplégiques athlétisme en France, on est très très peu. Mais vraiment très très peu. Il y a déjà pas beaucoup de personnes handicapées qui font du sport à haut niveau. Mais là, moi, je suis le premier. Hein. Il a jamais connu. Et en fait, la première fois que j'y vais, je me mets dans un fauteuil d'athlé qui est trop grand. Il n'y a aucun réglage qui va. Et moi, en fait, je connais pas encore cette position et je me retrouve la tête en avant. Sauf qu'en fait, la tête en avant, mais moi, j'ai pas d'abdos, j'ai pas de pec. Je peux pas relever la tête. Donc, je me retrouve au début où je suis sur mon fauteuil d'athlé et il me dit, bah vas-y, fais des tours comme ça. Alors, faut savoir, à l'époque, j'ai pas de gants, etc. Enfin, je fais ça avec les mains et je fais 2 tours. Alors, 2 tours, je t'explique pas, hein, c'est le bout du monde. Hein. 2 tours, je sais pas combien de temps il m'a fallu, mais c'est très très long. Et j'arrive à faire 2 tours, je suis épuisé. Hein. J'ai fait 800 mètres, je suis épuisé, j'ai l'impression que j'ai fait un marathon. Et quand je me relève, j'ai surtout une marque sur le front, là, mais énorme. Parce qu'en fait, j'ai la tête sur la barre, en fait. J'ai la tête vraiment collée sur la barre parce que j'ai plus la force de relever le... Mais ça, je comprends pas, ils s'en sont pas rendus compte quand ils t'ont mis dans le fauteuil. En fait, c'est pas ça, c'est que c'est un fauteuil pour faire un essai, tu vois. Il n'y a pas encore tout ce qu'il faut. Et je me relève, j'ai la tête pas loin d'être en sang. Et en fait, quand je me relève, à ce moment-là, il me dit ça t'a plu ? Je dis, j'ai kiffé. J'ai kiffé. J'ai beau avoir la tête éclatée, je ressemble à rien, j'en ai chié. Mais je dis, je veux faire ça, ça m'a éclaté. Et du coup, il me dit, bah écoute, go, la semaine prochaine, on commence. Et on a adapté le fauteuil, tu vois. Au début, j'avais ce fauteuil qui est un fauteuil de prêt. On a adapté ce fauteuil et j'ai pu commencer l'athlétisme comme ça. Et du coup, là, c'était pas du loisir, c'était à haut niveau. Alors là, en fait, moi, si tu veux, dès le départ, il le sait. Moi, dès le départ, je lui dis, je veux faire de la compète. Je te le dis, parce qu'au départ, il m'inscrit en loisir. Et je dis, non, attends, loisir, non. Je dis, moi, je veux faire de la compète. Loisir pour Romain, certainement pas. Et en fait, il m'explique, il me dit, là, faut que tu découvres. Il dit, là, on est dans ta première année, tu vas découvrir déjà. Et voilà, si à la fin de l'année, si quand il commence à y avoir les championnats de France et tout, t'es en capacité, on t'emmènera. Mais pour l'instant, commence soft. Ouais, voilà. Et du coup, on a commencé par, je sais plus au début combien d'entraînements par semaine. Mais j'ai de la chance, c'est qu'avec moi, j'avais quelques jolis talents, des très très gros talents même, d'athlétisme. Et eux avaient beaucoup plus d'entraînement que moi.
Parce que du fait de la compète. Ah, attends, je comprends. Quand tu parles de jolis talents, c'est des gens qui faisaient de l'athlétisme avec toi? Ouais, j'avais déjà des gens qui étaient handicapés, si tu veux, qui étaient déjà au club, qui avaient des handicaps différents que moi. Donc, il y avait une amputée de la jambe, une malvoyante, j'ai des non-voyants, j'ai quelqu'un qui est double amputé, voilà, quelqu'un qui a un spina bifida, enfin bref, un peu de tout. Et ils sont très jeunes, c'est des enfants. C'est des enfants. Moi, je suis vraiment l'adulte, je suis le papa. Hein. Enfin, le grand frère, on va dire, plus le grand frère. Et en fait, c'est des gens du coup qui en faisaient avant toi? Ouais, qui étaient là avant moi. Certains peut-être sont arrivés en même temps que moi, ou d'autres 1 ou 2 années avant. Mais voilà, il y a des gens, certains qui en font le loisir et d'autres qui voulaient faire de la compète aussi. Sauf que eux sont vraiment des espoirs, on va dire des espoirs du sport français. Aujourd'hui, il y en a, dans ce que je te dis, il y en a 3 qui ont déjà porté le maillot de l'équipe de France. Il y en a un 4e qui en est pas loin, mais qui est un peu stoppé par les quotas. On peut donner leur nom ou pas? Ah, bien sûr. Il y a Alice Mété, donc, qui est malvoyante. Il y a Tiffaine Soldé, qui est amputée, qui fait de la longueur. Alice, elle a fait de la vitesse et de la longueur. Et donc, tu as Yasser Moussangania. Alors, lui, il fait du fauteuil. Il fait du sprint en fauteuil. Et c'est un monstre. En fait, c'est un mec qu'on va revoir dans quelques années. Alors, ce qui est marrant, c'est que moi, quand je l'ai connu, il voulait à tout prix courir, en fait. Il voulait courir sur la piste, il voulait courir. Du coup, il avait 2 attelles. Et en fait, il est amputé, mais très, 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 très haut. Et lui, il voulait courir. Et donc, il faisait les courses au départ, le 100 mètres. Sauf que son 100 mètres, c'était catastrophique. En fait, si tu veux, il se cassait la gueule plusieurs fois, il se relevait, mais il allait au bout à chaque fois. Et alors qu'en fait, tout le monde lui disait, mais Yasser, fais du fauteuil. T'es tout léger, t'as des bras immenses, parce qu'il a des bras, mais immenses. T'as une envergure de malade. Fais du fauteuil, tu vas être un monstre. Et quelques années, ouais, parce que ça a pris quand même du temps, il s'est laissé convaincre. On l'a réussi à le persuader. Et en fait, dès le début, on a vu qu'il avait des capacités de ouf. Et aujourd'hui, Yasser, il a 19 ans, 20 ans max. Et il est champion de France devant les plus grandes stars. Ça, je trouve ça intéressant. Je fais une toute petite digression. C'est un truc où je m'en étais absolument pas rendu compte. C'est-à-dire que par exemple, dans la natation, où Léon Marchand, on sait qu'il est excellent parce qu'il fait des coulées de fond, parce qu'il a un corps d'une certaine manière. Dans l'athlétisme en fauteuil, qu'est-ce qui fait dans ta morphologie, dans tes talents naturels, entre guillemets, qu'est-ce qui fait que tu es meilleur que les autres? Bah, après, ça va vraiment être... C'est difficile à dire. En fait, alors c'est sûr que quelqu'un qui a des grands bras en fauteuil va être avantagé de malade. C'est les mouvements... Bah, en fait, c'est ça. Il faut une amplitude de fou, en fait, parce que plus longtemps tu vas appuyer sur ta main courante, plus mieux ça va être. Et en fait, alors c'est surtout que tu appuies pas... Alors, il y en a, hein, ceux qui ont des bras moins costauds, comme moi, par exemple, en tétraplégique, par exemple. Il y en a qui ont des plus petites mains courantes, et donc, du coup, par contre, qui laissent tout le temps la main et qui font tourner. Et après, tu as ceux vraiment qui font des mouvements amples. Et ceux qui font des mouvements amples, plus la roue va être grande, enfin, plus la main courante va être grande, plus tes mouvements vont être efficaces. Mais le problème, c'est que pour avoir des grandes mains courantes, il faut avoir des grands bras. Parce qu'il faut les emmener. Parce que sinon, ta main courante, tu vas la toucher, mais sur une toute petite partie, et tu avances pas. Et donc, pour revenir à toi, ton rapport au sport, à l'athlétisme, comment est-ce que ça a joué sur ton rapport à ta propre autonomie, ta propre indépendance en tant que sportif et voilà. Ben, déjà, alors, dans un sens, forcément, tu fais du sport, tu te renforces physiquement. Donc ça te facilite les déplacements quotidiens, les transferts, tu vois, passer de son fauteuil à son canapé, à sa voiture, à son lit. Donc forcément, à ce moment-là, ça facilite l'autonomie, hein, on va pas se cacher. Principalement, voilà, physiquement, en tout cas, le gain, il est là. Et après, tu as plusieurs choses. Tu as aussi l'effet physiologique, c'est-à-dire que moi, quand je fais une séance de sport, à la sortie de ma séance de sport, mes jambes, elles sont toutes molles, toutes flasques. Alors, les gens vont peut-être pas comprendre ce que je veux dire, mais c'est qu'en fait, comme beaucoup de personnes dans ma situation, on a ce qu'on appelle de la spasticité, c'est les jambes qui se raidissent. Très, très dur, c'est les muscles qui se contractent involontairement. Donc, au début, on se dit « Ah, c'est bien, ça marche quand même ». Non, c'est chiant et ça sert à rien. Et le problème, c'est que ça peut être dangereux parce que des fois, ça se raidit vraiment fort et tu as vraiment de la force dans la jambe et ça t'envoie en arrière. Et quand je sors de ma séance de sport, j'ai plus du tout
plus du tout de spasticité, mais rien. C'est le même effet que quand je prends le médicament qui sert à calmer la spasticité, mais en x2, quoi. Ça marche 2 fois mieux. Donc physiologiquement, ça t'apporte ça. Et puis ce côté bien-être, tu vois. Ta petite hormone du bien-être, t'as fait ta séance de sport, t'es bien, t'es soulagé. Puis la dernière, c'est le côté bénéfique social, en fait. C'est que tu t'entraînes avec... Tu vois du monde. Tu t'entraînes avec des gens qui sont pas forcément handicapés parce que sur une piste d'athlé, la piste, elle n'est pas que à toi. Hein. Il y a les valides, etc. Donc tu sympathises avec les gens, avec les entraîneurs, avec d'autres personnes. Et ça te fait du bien. Tu vois du monde. Tu sors, tu rencontres des gens. Et justement, est-ce que dans ton rapport à ton handicap et au sport, dans ce cadre-là, tu as trouvé des mentors? Alors, j'ai jamais eu... Moi, mes modèles, ils sont dans ma famille. Voilà, tu vois. Mais j'ai beaucoup de gens qui sont inspirants, qui m'inspirent énormément. Bien sûr, j'ai envie de te dire, quand j'ai fait de l'athlé en fauteuil, les mecs qui m'ont inspiré, ils sont en France. C'est Julien Cazoli, c'est le meilleur français. C'est Pierre Fairbank, qui sera le seul représentant en fauteuil aux Jeux Paralympiques. Et ça, juste pour préciser, comme toi, tu as voulu participer aux Jeux Paralympiques, je crois que tu as fait des entraînements avec eux, non? Ouais, j'ai eu la chance de faire des compètes avec eux, des stages, des stages, même des courses hors route, donc d'avoir des échanges avec ces mecs-là qui sont pour nous des superstars en France, tu vois. Et pareil, et j'ai pu échanger avec des athlètes internationaux, et notamment Roger. Alors c'est Roger qui est un Belge. Moi, Roger, je l'ai vu arriver dans l'athlé. On a fait notre première compétition internationale ensemble. Lui, Roger, il est arrivé, il a un fauteuil pas du tout adapté pour lui. Il s'est pointé à une compétition à Charletti, donc meeting international, le mec. Il fait le 100 mètres, il finit dernier. Il fait un 800 mètres, je sais plus, pareil, il finit dernier, mais loin. Et rien à foutre. Le mec, rien à foutre, c'est pas grave. Parce que le mec vient du vélo, et au vélo, il est 3e ou 4e dans son pays, donc il a aucune chance. Et il se dit, tiens, je vais aller en athlé. Roger, aujourd'hui, il est recordman du monde. Et ce mec, il a eu un parcours, mais fulgurant. Parce que Roger, il arrive dans l'athlé en 2019, quoi. 2019. Et il est recordman du monde 3 ou 4 ans après, quoi. Donc le sport a eu cet impact sur toi. Ouais. Et est-ce que toi, en tant que sportif de haut niveau, tu as été le mentor d'autres athlètes ou pas? En fait, quand j'ai commencé, tu vois, à me lancer dans ce projet de dire, tiens, je veux être sportif de haut niveau, je veux faire les Jeux. Pardon, juste peut-être faisons un point. Du coup, à quel moment est-ce que tu te dis, je veux faire les Jeux les Jeux de Paris, donc c'est ça, hein. Ouais, dès que je suis à l'athlé, en fait. Dès que je commence l'athlé, je me dis... à l'époque même, je t'avoue, parce que Paris, pour moi, c'était loin, hein, parce que j'ai 38 ans aujourd'hui, je suis vieux. Et j'étais plus parti même sur Tokyo, moi, à la base. Tokyo, donc 2020. Alors, on était sur un laps de temps très court. Moi, à l'époque, quand je me dis ça, je me rends pas compte du boulot que c'est, et je me rends pas compte des exigences. Et surtout que, très clairement, tu ne deviens pas para-athlète au jeu en 2 ans. Enfin, il y a des génies, mais... Tu parles de contraintes, ouais. C'est quoi concrètement? Les entraînements, ça prend du temps. Moi, après, il faut savoir, pendant 2 ans, quand je me suis mis dans ce projet-là à fond, je vivais athlé, je mangeais athlé. Physiquement, je ressemblais pas du tout à ça. Vraiment, ma vie, c'était ça. Je m'organisais entre ça et mon boulot, mais vraiment, dès que j'avais un instant de libre, je m'organisais même les semaines où j'avais pas ma fille, je m'entraînais plus que quand elle était là. Quand elle était là et qu'elle avait pas école le lendemain, elle venait avec moi à la piste d'athlé. Enfin, tu vois, je m'organisais comme ça pour pouvoir m'entraîner même quand elle était là. Mais et voilà, c'est énormément de boulot, et surtout il y a beaucoup de choses à apprendre. On performe pas du jour au lendemain. Il y a plein de petits détails, mais ne serait-ce que physiquement, mais matériel aussi. Le matériel, le temps de faire un fauteuil, le temps de t'adapter à ton fauteuil. Enfin, c'est plein de petits réglages, et je pense que... Et donc c'est à ce moment-là où tu t'es rendu compte de tout ça que tu as décidé que en fait, c'est peut-être pas le projet pour toi? En fait, la décision d'arrêter, elle arrive quasiment à la fin du Covid, en fait. J'ai fait une compète, la dernière compète que j'ai faite, c'est pas très bien passé, parce que au niveau de mon club, comme je te disais, les jeunes en fait passent en pôle espoir. Et donc, c'est un truc à part. Tu vois, c'est une entité à part. Ils s'entraînent toujours au club avec moi, mais ils sont à part. Et du coup, je me retrouve tout seul, en fait. Je me retrouve tout seul, un peu isolé. Je fais une compète où je me retrouve vraiment tout seul,
où en fait, avant de rentrer sur la piste, c'est un Russe et je sais plus quel autre pays qui vient m'aider à me mettre dans mon fauteuil, tu vois, c'est pas mon entraîneur. À ce moment-là, j'ai les boules, je t'avoue. Je fais ma course. Après ma course, j'ai personne qui est là pour débriefer avec moi. Et c'est encore 2 étrangers qui m'enlèvent de mon fauteuil. Et à ce moment-là, en fait, j'ai encore une course le lendemain. Je suis avec, à l'époque, c'est con, mais c'est une abonnée qui m'avait accompagné parce que j'étais tout seul, j'avais personne dans ma vie. Et puis, j'avais besoin d'une infirmière. Et donc, elle m'avait accompagné. Je lui ai dit, écoute, on se casse. Je rentre, j'ai plus envie. J'ai pas envie. Et en fait, à ce moment-là, je me rends compte que la compétition, j'aime pas ça. J'aime plus ça. Et le club où je suis, il n'y a plus de section d'e-sport, ça ferme. Donc j'ai plus de club. Très clairement, je pourrais aller dans un autre club, mais c'est une sacrée organisation à faire, etc. Faut qu'il y ait, comme tu disais tout à l'heure, je suis pas autonome, donc faut qu'il y ait 2 personnes pour m'aider à me mettre dans mon fauteuil et à m'enlever à chaque fois. Bref, ce qui fait que je me dis à ce moment-là, est-ce que avant de te dégoûter du sport, tu vois, est-ce que tu passerais pas en loisir? Et c'est ce qui se passe en fait. Oui. En fait, je passe en loisir. Et depuis ce jour-là, je fais autant de sport qu'avant en fait finalement. Sauf que je fais des sports différents. Déjà d'une, je suis plus omnibulé et je fais plus qu'une seule chose. Ou avant, tu vois, par exemple, si j'avais loupé un entraînement d'athlète, j'avais l'impression que j'avais loupé ma semaine. Ou voir ma compète, ça allait être foutu. Alors qu'en fait, des séances de muscu, t'en as besoin. T'as besoin de faire des choses à côté. C'est important. Et à ce moment-là, je me rends compte que quand je suis sur la piste et qu'il y a le starter avec le pistolet là, à ce moment-là, je me stresse et je suis pas bien. Ouais. Alors que là, mes entraînements loisirs, je m'éclate. Et le plaisir disparaît. Ouais, exactement. Romain, pour revenir un peu à ma question d'avant, du coup, dis-moi. Est-ce que toi, dans le cadre de l'athlétisme, tu as été le mentor d'autres athlètes handicapés? Alors, en fait, quand pour vraiment te faire pour t'expliquer tout ça, quand je fais de l'athlétisme au départ, j'ai un fauteuil de prêt, comme je t'ai dit, et il faut à tout prix que je fasse mon fauteuil adapté à ma morphologie. Et pour ce faire, il n'y a pas le choix, il faut débourser beaucoup d'argent. Ça coûte très très cher. Bon, le fauteuil que je veux à l'époque, c'est 7 500 €. C'est pas le haut de gamme, hein. Mais c'est pas le bas de gamme, mais c'est pas le haut de gamme. On est vraiment dans de la gamme standard que tu vois chez beaucoup d'utilisateurs. Et moi, j'ai pas les moyens, encore une fois. L'asso, elle a fermé. L'asso, j'en ai bien profité et elle a fermé. Et à ce moment-là, j'ai l'idée de commencer à mettre mes entraînements, ce que je fais sur les réseaux sociaux. C'est à ce moment-là, en fait, où ça débarque. Et je parle uniquement de sport, mes entraînements. Alors, des fois, on déconne un peu à l'entraînement avec les autres athlètes parce que du coup, ils ont beau être jeunes, ils sont handicapés avec de l'humour comme moi. Et du coup, on s'éclate. On s'éclate aux entraînements. Et petit à petit, cette chaîne Instagram, en fait, cette page Instagram, elle monte. Alors, à l'époque, je ne m'appelle pas Raoul Costaud. Hein, j'ai mis mon nom, mon prénom. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de monde qui me rejoint. Et les gens ont plein de questions. Mais comment ça se fait? Comment tu fais ça? Mais comment tu viens en entraînement? Et comment tu manges? Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me dis, waouh, mais attends, mais ce que je fais là, ça a un impact de fou en fait. Et je commence à recevoir les premiers messages. Les premiers messages justement de écoute, c'est génial, moi je suis handicapé depuis 3 ans, je faisais plus rien, tu me donnes envie de me remettre au sport, tu m'as donné envie de faire ceci, faire cela. Et je me dis, waouh, moi j'arrive à faire ça. Mais je dis, attends, mais c'est génial parce que je me dis là, les réseaux sociaux pour moi avant je m'en occupais pas du tout, je connaissais rien, je suis autodidacte, j'y connaissais rien du tout quand je me suis lancé sur Insta. Sauf que je me dis merde, putain, il y a quand même beaucoup de monde qui m'écrit pour me dire que je les inspire, que tiens ils savaient même pas que ça existait, etc. Je me dis waouh, attends, peut-être quelque chose à faire. Et je me rappelle surtout à ce moment-là que quand j'étais en rééducation, moi quand j'ai cherché comment on se transfère quand on est C6, C7, c'est sur YouTube. Il n'y avait pas beaucoup d'infos, mais j'en ai trouvé là-bas. Et je me dis, mais attends, Romain, tu te souviens pas en éducation, tu étais chercher ça, il n'y avait rien. Et à l'époque, tu t'es pas dit, un jour peut-être, ça serait bien que je fasse des vidéos. Et si, et en fait, j'avais fait une vidéo longtemps avant où je me transférais dans une voiture, mais j'avais une chaîne YouTube, je sais pas, un truc tout pourri, tu vois, j'avais rien, juste cette vidéo, je l'avais filmée avec un téléphone, peut-être un iPhone 3 à l'époque, j'en sais rien. Mais du coup, c'est drôle parce que cette vidéo, en fait, c'est le début de tout. Je me dis, mais attends, mais en fait, il faut que je leur montre tout ça. Et c'est de là que ça part, parce que je me rends compte qu'effectivement, juste en filmant ce que je fais au quotidien
et qui pour moi est pas extraordinaire vu que c'est ma vie. Putain, j'arrive à motiver plein de monde. Bah go, allez, c'est parti. Hein. Et on a Widra dans le chat qui dit qu'il vient de suivre ton compte du coup. Ah bah merci beaucoup. Bienvenue. Tu parlais du fauteuil que tu as acheté à peu près 7 000 €. Ouais. Ça pose une question qui est hyper importante dans le sport et le handicap. C'est en fait, on fait comment pour faire du sport quand on est handicapé? Est-ce que c'est vraiment accessible ou pas? Alors ça le devient de plus en plus. Faut pas, on va dire que c'est mieux qu'il y a 10 ans. Et dans 10 ans, ça sera encore mieux, j'en suis sûr. Ce qui se passe en fait, quand vous débarquez, vous tombez dans le monde du handicap, donc soit vous avez une grosse assurance, hein, ça arrive aussi, hein, qui peut tout vous financer, et là après il n'y a pas de problème, on peut s'acheter tout ce qu'on veut. Mais il y a aussi tous les gens qui, comme moi, n'ont pas d'assurance, et le seul moyen en fait de rentrer dans le sport, c'est justement les comités départementaux handisport. Ces comités départementaux mettent à disposition du matériel. Ils ont du matériel, ils ont des fauteuils, comment ça s'appelle? Des fauteuils multisports pour faire du basket, pour faire du rugby, pour faire ce genre de choses. Et au départ, c'est du matériel qui est prêté pour faire le sport. Ça veut dire que vous vous renseignez avec le comité départemental handisport, il vous oriente vers un club et il vous prête ce matériel. Alors attention, il n'est vraiment pas à vous, il est au club. Il est au comité départemental. Et on vous le prête, c'est tout. Mais par contre, tu l'as toute l'année. Hein. Tu l'as ta guise, tu ne le ramènes pas à chaque entraînement. Il reste au club et il est pour toi. Moi, ça a été le cas pour le fauteuil d'athlète. J'avais Yasser, justement, au départ, qui n'avait pas de fauteuil et qui, pour de temps en temps, changeait un peu, faisait du handbike. Donc, on lui a prêté un handbike. Et puis voilà, ça lui faisait les bras, il faisait des tours de piste. Et c'est pareil pour plein d'autres matériels, en fait. Et dans un premier temps, on se fait prêter le matériel. Et est-ce qu'il y a des soucis d'accessibilité dans le sens où il faut trouver la bonne structure? Parce que bon, tu parles d'athlétisme, mais tu fais aussi de la muscu. Il faut bien qu'il y ait des salles de muscu qui soient capables de recevoir des personnes en situation de handicap. C'est facile ou pas? Alors non, pour le coup, c'est pas facile. Ne serait-ce qu'un club. Moi, je te disais, mon club d'athlètes, à l'époque, c'était le seul de mon département, mais c'était même le seul de la région centre. Tu vois, un dans la région, c'est rien. Et donc là, il y a un autre club qui a pris le relais, mais finalement... Surtout que c'est pas nécessairement à côté de chez toi, tu disais tout à l'heure. C'est ça, en fait, c'est là où je veux en venir. C'est que déjà d'une, il n'y a qu'un club dans le département, et il faut encore qu'il soit à côté de chez toi. Et au-delà du fait d'être à côté de chez toi, pour certains qui n'ont pas la chance d'être véhiculés, faut aussi qu'ils puissent être accessibles par les transports en commun, si tu les prends, pour y aller. Donc non, aujourd'hui, il n'y a pas assez de clubs handisport, et je pense que beaucoup de gens... malgré tout, tu as le choix de faire ce que tu as envie de faire, mais peut-être que certains pratiquent un sport aussi par confort, mais pas spécialement c'est peut-être pas spécialement leur envie numéro une. Ah, et dans le sens où c'est le seul sport qu'ils trouvent à côté de chez eux, quoi. C'est peut-être le seul sport qu'ils ont à côté de chez eux, effectivement, ou peut-être que il y a d'autres sports qu'ils auraient voulu faire, mais il n'y a pas de section, ou il n'y a pas de club. Et à ce moment-là, ce qui est dommage, c'est que certains clubs sont encore un peu réticents à l'accueil des personnes en situation de handicap. Parce qu'il faut former quelqu'un. Parce qu'il faut ouvrir un créneau. Ça veut dire encore, j'imagine, je ne connais pas les emplois du temps des salles de sport, mais je pense que c'est très compliqué. Et voilà, et ça veut dire qu'il faut encore trouver un créneau pour ces gens-là. Et puis il faut trouver un créneau qui ne soit pas non plus à 23h30, tu vois. Donc à ce moment-là, c'est vrai que ça reste compliqué parce qu'il faut avoir la chance d'être au bon endroit et d'avoir les transports pour y aller. Lune virtuelle qui partage mon témoignage et qui dit pour avoir géré le problème au niveau d'un club, en fait c'est un cercle vicieux, on n'a pas d'adhérents handi, donc on n'investit pas dans le matos, dans la formation des encadrants, donc on n'a pas d'adhérents handi. C'est ça, mais c'est vrai, elle a raison. Et en plus, pour être honnête, le club est un peu aidé, mais le club c'est surtout démerde-toi quand même beaucoup. Alors les comités handisport sont là pour aider. Quand tu dis aider par l'État ou les collectivités, c'est ça? Ouais, alors je pense par les collectivités, mais surtout moi là où l'aide que je veux te dire, c'est au-delà de l'aspect financier, c'est que tu as le comité départemental qui va être là pour t'accompagner, te dire justement ce que tu dois mettre en place, qu'est-ce qu'il faut faire, quelle est la spécificité de ton athlète. Mais par contre, je rejoins tout à fait le commentaire. Le problème, c'est qu'après, on est totalement à un cercle vicieux, c'est que les personnes handicapées vont pas oser aller dans le club parce que de peur de se faire refouler, ou peut-être qu'ils ont peur que ça se passe mal.
alors qu'en fait, quelqu'un a mis quelque chose en place, mais vu qu'il n'y a personne, bah, au bout d'un moment, elle laisse tomber. Et je suis tout à fait d'accord, c'est vrai. Sauf que tant qu'il n'y a pas une prise de conscience de tout le monde, bah, on n'avance pas. On en est à ce point-là. À l'heure où on enregistre là, on a la cérémonie d'ouverture des Paralympiques qui commence dans quelques heures là. Ça commence à s'ouvrir à 20h. Tu vas y être? Tu vas regarder les Paralympiques? Qu'est-ce que tu vas regarder? Alors oui, j'ai la chance d'être à la cérémonie d'ouverture aujourd'hui. Donc je suis très très heureux. Très très heureux. En plus, cette fois-ci, on a de la chance, il n'y aura pas d'eau. Et en plus, je pense que ça va être... Parce que la première, je l'ai vue à la télé. Je suis content de l'avoir vue à la télé parce que c'était très télévisuel. Celle-là, c'est une cérémonie qui, je pense, va être incroyable à vivre en vrai. Vraiment. Donc oui, on va y être. Et après, je vais assister donc demain à la natation. On reviendra dans la semaine. Mercredi prochain, je ne sais pas encore sur quelle épreuve, mais je sais qu'on va revenir. Et je viendrai voir la finale du basket aussi, le dernier week-end des Jeux paralympiques. Mais par contre, je t'assure, le reste du temps, je verrai tout à la télé. En fait, c'est comme les JO. Comme les JO, j'ai tout regardé. Alors, mon patron, il est super sympa. S'il regarde là, il le sait. Je bosse, mais dans un tout petit bout en haut d'un écran. Il y a pas l'image, mais il y a le son. Et je suis les Paralympiques toute la journée. Parce que, obligé, que je peux pas rater ça. Et c'est quoi le sport que tu préfères regarder? C'est l'athlétisme? J'ai forcément envie de te dire l'athlétisme. Maintenant, il y a des sports que j'aime bien regarder parce que j'ai des potes dedans. Donc voilà, je sais que je vais adorer regarder le rugby. Rugby fauteuil, c'est un des seuls sports où les tétraplégiques peuvent jouer, en fait, en sport collectif. Donc voilà, je vais adorer regarder. Je vais regarder le foot parce que j'ai essayé, via ma chaîne YouTube, j'avais été essayé et on s'était éclaté à faire du foot fauteuil. Donc, et pareil, je connais du monde dans l'équipe de France. Donc voilà, c'est vrai qu'on va regarder les copains, on va regarder les gens qu'on connaît. Mais j'avoue, non, je regarderai vraiment tout. Et il y a moi, je voudrais te demander des conseils à donner aux gens pour bien appréhender et bien comprendre les sports, genre l'athlétisme, etc. Ouais. Et en gros, donner les clés aux gens pour qu'ils voient que tel ou tel truc, en fait, c'est impressionnant pour telle ou telle raison. T'as des clés à nous donner comme ça? Alors, faut savoir que c'est très très compliqué, faut être honnête, hein, c'est très très compliqué le handisport parce que chaque sport a sa classification. Donc, c'est-à-dire que c'est pas les valides. Hein. Tu as un 100 mètres homme, un 100 mètres femme, mais on n'en parle plus. Là, le 100 mètres, pour être honnête, il y a peut-être entre 15 et 20 catégories différentes. Donc, on essaie de les classer. Hein. Par exemple, les amputés des jambes. Tu as une autre catégorie, les amputés des membres supérieurs. Tu auras les non-voyants. Tu auras les gens, les blessés médulaires, donc tous ceux qui sont en fauteuil roulant. Et encore, dans ces catégories-là, tu as des sous-catégories. Tu vois, les non-voyants, tu as le T11, c'est celui qui voit rien. Là, je parle vraiment attelé. Hein. Celui qui voit rien. T12, c'est il a une vue, mais en gros, il voit juste dans un couloir. Voilà. Et T13, c'est encore quelqu'un qui voit encore mieux. Peut-être panoramique, mais qui voit flou. Voilà. Et moi, je pense que là, on a des présentateurs qui sont au top pour les Paralympiques. Et pour les avoir déjà regardés toutes les années, il faut savoir qu'ils donnent toutes les indications. Tout est très très bien expliqué à chaque fois sur quelle est la catégorie, qu'est-ce que ça veut dire, quel muscle marche ou marche pas. Mais moi, j'ai juste envie de dire, il faut considérer les athlètes. Tu vois, j'ai entendu quelqu'un ce matin à la télé et il avait un discours, mais en fait, sans le vouloir, c'était pas méchant ce qu'il disait. Mais il a dit, ouais, les Jeux Olympiques, ça va être moins... C'était la folie. Là, ça va être... j'aimerais que les gens soient vraiment plus dans la compréhension, etc. Ah non, t'as pas compris, en fait. Là, il faut que ce soit la folie aussi. Les athlètes paralympiques, ils n'ont pas envie qu'on les regarde. Ils sont courageux. Alors, ils sont pas courageux. Ils sont sportifs de haut niveau. C'est des machines de guerre et ils sont là pour gagner des médailles. Ils sont là pour se dépasser. Et il faut les encourager comme les Jeux Olympiques. Il ne faut pas qu'il y ait de différence. Et se dire, par pitié, ouais, dis donc, il saute loin parce qu'il a une jambe. Non, parce qu'en fait, vous allez voir qu'il y a même des sports où on va plus vite, où on saute plus loin que les valides. Donc, à la limite, vous dites pas, le pauvre. Non, parce que le pauvre, il va plus vite qu'un valide. Donc, mais voilà, il faut vraiment supporter et apprécier ce que vous allez voir.
Et parce qu'effectivement, ils ont tous les athlètes des histoires de vie incroyables à raconter, qui raconteront sur les plateaux de télé. Mais quand ils sont sur la piste, c'est des guerriers, c'est des sportifs. Et pour eux, il n'y a pas de handicap. Pour eux, ils sont là pour gagner une médaille. Et leur handicap, ils le voient plus à ce moment-là. Romain, je vais rappeler la base parce que tu es quand même créateur de contenu. C'est ça. On peut retrouver ton compte, donc c'est Roro le Costaud, c'est sur YouTube. T'es sur TikTok aussi? Je suis sur TikTok, je suis partout. Je suis juste pas sur Facebook actuellement. Et voilà. Ah tiens, il y a un commentaire, je vais réagir à un commentaire que je vois qui dit « Il y a tellement rien à la télévision comme les premiers JO, il faut voir ces JO ». Alors, il faut savoir que là, les Jeux paralympiques sont entièrement diffusés. Et quand je dis entièrement, c'est entièrement, que ce soit sur France Télé, la 2 et la 3, peut-être même la 14, France 4, c'est possible, plus sur les chaînes digitales de France Télé, c'est intégralement, et c'est la première fois parce que Londres avait fait un truc incroyable, le dispositif était incroyable, et on avait qu'une heure de décalage, c'est pour ça qu'on s'en est aperçu. Rio, c'était plus compliqué, Tokyo dans les heures, c'était plus compliqué aussi, mais là, c'est vraiment intégralement retransmis. Donc là, cette année, les amis, il n'y a pas d'excuse pour ne pas voir les Jeux paralympiques. On ne peut pas dire oh, on va moins les diffuser que les JO. Non, c'est faux. Et moi, c'est ce que je dis toujours aux gens. Les gens râlent et disent ouais, on ne diffuse pas assez les Jeux paralympiques, on ne parle pas assez du handisport. Oui, mais il ne faut pas oublier que c'est la télé. Et qu'est-ce qui marche à la télé? C'est l'audience. Donc si les gens sont là pour regarder, il y aura des grosses audiences. S'il y a des grosses audiences, ça sera diffusé. Voilà. S'il n'y a pas de grosses audiences, bah, malheureusement, ça retombera effectivement dans l'oubli. Merci beaucoup. Avec Romain, plaisir pour ton témoignage.